Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite avec une invitée j'allais dire tout le monde te connaît, il n'y a plus à te présenter, mais si, Josette, il y a encore des personnes qui te connaissent pas. On a eu l'occasion de se rencontrer à l'AFCP, qui est la fédération en fait des conférenciers professionnels. Et tu m'as beaucoup touchée par ton parcours de vie, par ta voix, par ton humour et ta pétillance. Et j'avais envie de partager ton parcours. Donc, je vous demande d'accueillir Josette Khalifa. Bonjour Josette. Bonjour tout le monde, bonjour Anne-Sylvie, merci de m'accueillir sur ce plateau. C'est toujours pour moi, voilà, un bonheur parce que bon ben voilà, ça fait du bien, on se sent aimé, reconnu, et moi je fais partie de ces gens qui osent dire qu'on en a besoin de cette reconnaissance. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va parler de ton parcours. On va expliquer. Voilà, aujourd'hui tu es conférencière, tu donnes des ateliers de chant. Voilà, dans le petit descriptif, j'avais mis trouver sa voix et à quel point c'est important de trouver sa voix VOIX. Et tu nous expliqueras ton parcours, comment toi tu es devenue l'artiste de ta vie, puisque c'est la thématique de l'émission. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis conférencière, je suis aussi formatrice en entreprise et je suis coach et j'accompagne en fait les personnes qui sont soit en reconversion professionnelle ou surtout les personnes qui ont des problématiques j'allais dire, de confiance en eux, à oser sortir de leur zone de confort, puisque je suis aujourd'hui experte en prise de parole en public, et surtout devenir l'artiste de leur vie. Alors pour les personnes qui le souhaitent, pour découvrir en fait des rencontres insolites, puisque aujourd'hui nous sommes à la 95e, on se rapproche de la 100e, qui aura lieu le 26 août à 15 heures. Si ça vous intéresse et que vous voulez aller voir l'ensemble des rencontres insolites que j'ai faites tout l'été depuis le 17 avril, depuis le début du confinement, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Anne-Sylvie Dutry et également, si vous le souhaitez, j'ai sur mon site internet dont je vous ai mis l'adresse un challenge qui est cette étape pour oser entreprendre et changer de vie et rebondir en confiance. Donc, c'est un petit cahier de vacances pour ceux qui ont envie pour sevrer un exercice tous les jours. Alors, Josette, comment te sens-tu là tout de suite maintenant? J'ai envie de dire en paix. Voilà, je me sens en paix, je suis tranquille. J'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé un rythme qui m'est propre. C'est-à-dire que voilà, je prends le temps de faire les choses. Je m'inquiète beaucoup moins de ce qui va arriver, oh là là, j'ai pas de projet, oh là là, j'ai pas de contrat, ou voilà. J'ai envie de dire, je pose les choses et j'apprends aussi, enfin depuis le temps quand même, à me faire confiance et à savoir que le chemin que je suis depuis plus de 30 ans maintenant, voilà, ne peut qu'aboutir, on va dire, à une vraie sérénité et comme je le disais, à cette reconnaissance comme une évidence Merci de pour ce que tu partages. C'est important et merci vraiment d'en parler parce que quand on commence à être sur son chemin, il y a une certaine sérénité et je te rejoins et merci beaucoup parce que c'est vrai que la rentrée arrive et je pense qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui se stressent et si on remet quelques mois en arrière avec le confinement, l'arrêt des conférences, des ateliers, puisque tu travailles également dans le spectacle vivant, donc forcément tout ce qui va être représentation théâtrale ou autre, c'est terminé. Enfin, on a tout arrêté du jour au lendemain. Et je te rejoins parce qu'en fait, quand on commence à être en paix, moi, c'est vraiment ça par rapport à la rentrée. Alors, j'ai la chance d'avoir des clients qui ont continué à me suivre et les cours que je donne dans les universités, dans les écoles vont reprendre. Donc, ça, c'est bien. Mais je pense que c'est peut-être la première année où j'aborde la rentrée beaucoup plus sereinement qu'avant. Donc, je sais pas si c'est le bénéfice des années qui passent, mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors, Joseph, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles, on va reparcourir ensemble ton parcours de vie, que nous expliques quel enfant étais-tu et est-ce que tu avais déjà de grands rêves? Oui, bien sûr, j'avais de grands rêves. J'avais de grands rêves et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à les réaliser parce que j'ai été une enfant, bon voilà,
je fais une parenthèse, mais c'est une parenthèse importante pour moi dans ma vie aujourd'hui. Je finalise aujourd'hui je finalise pour la fin de l'année 2020 un livre récit, un livre qui j'espère sera une histoire d'amour pour la vie que j'ai toujours, on va dire, portée en moi malgré on va dire les obstacles, les difficultés, la violence de mon environnement familial, de mon environnement et aussi voilà cette violence que j'ai entretenue vis-à-vis de moi-même. Voilà, par rapport à une image, par rapport à, à qui j'étais. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi aujourd'hui de dire euh, que ce que je suis, c'est comme une évidence. Voilà. Et ce que tu expliques, c'est que c'est important de réussir à s'accepter tel que l'on est. La première conférence que j'ai faite officielle, j'allais dire, c'était l'audace d'être soi et d'assumer sa différence. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus vrai aujourd'hui parce que je pense que, alors c'est peut-être, ça c'est moi avec moi, mais l'effet Covid m'a fait prendre conscience c'est quoi l'important pour moi et c'est les relations humaines saines, sereine et surtout autant être privé de liberté c'était complexe mais c'est surtout ce besoin de connexion à l'autre et je pense que pour réussir à connecter à l'autre il y a vraiment cette connexion de cœur à cœur. Si on reste au niveau de la tête c'est pas possible parce qu'on va le juger, parce qu'on va avoir un effet miroir qui nous plaît ou peut-être pas, donc c'est aussi pour ça parfois qu'on rejette certaines personnes. Donc cette connexion de cœur à cœur pour moi elle est vraiment indispensable. Alors justement par rapport à ce parcours qu'est-ce que tu as comment tu as transformé, j'allais dire, les obstacles que tu as pu rencontrer, je vais te laisser les partager. Comment tu les as quels étaient-ils déjà et comment tu les as transformés? Qu'est-ce que tu allais chercher en toi pour développer des super pouvoirs de super Josette? Alors, je ne vais pas tout raconter des obstacles. C'est pas le lieu. On lira pas le livre sinon. Le livre. Mais c'est vrai que très longtemps, j'ai considéré que ma taille était l'obstacle absolu, que je n'étais pas belle, que je n'étais pas intéressante, que j'avais pas assez de culture, enfin, j'avais toujours pas assez de tout. Voilà. Voilà. Juste pour préciser, parce que c'est vrai que pour les gens qui te connaissent pas, Josette, aujourd'hui, enfin, tu as fonctionné avec ça et tu t'es enfin acceptée telle que tu étais, puisque tu mesures 1m40 et c'est pas toujours évident. Alors, quand on est enfant, ça va, mais quand à l'adolescence, on se rend compte qu'on grandit plus de la même façon que les autres, ça pose un souci. Et voilà. Juste pour les gens qui ne connaissent pas, parce que tu nous parles de ta taille, mais c'est important de connaître. Voilà. Tout à fait, il faut le préciser. Voilà, un petit 1m40, une boule d'énergie, une boule de colère, une boule et en même temps une boule de joie de vivre. Voilà, j'ai cette force incroyable. J'aime la vie par-dessus tout. Et c'est vrai que je crois que j'ai été finalement gâtée par la vie puisque elle a mis sur mon chemin des événements, des personnes, et que j'ai eu cette chance. C'est aussi l'objet de mon livre. J'ai eu cette chance, moi, de voir ces mains tendues et de les prendre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et que là, pour le coup, il n'y a pas de jugement, il y a juste un questionnement. Pourquoi moi? Voilà. Et donc, voilà, je suis aujourd'hui dans cette gratitude de la vie envers moi et de cette compassion avec tous mes confrères, consoeurs, enfin on va dire tous mes frères et sœurs de cette humanité et qui ont dû eux justement traverser des chemins au moins aussi compliqués sinon plus et qui n'ont pas trouvé la force, qui n'ont pas su en tout cas voir les mains tendues, voir les signes que la vie leur apportait. Voilà. Alors justement, oui, vas-y. Et j'allais dire, et parmi ces signes, et parmi cette chance qui m'a été donnée de rencontrer la voix. Voilà. Et à partir de là, c'était un travail. J'ai travaillé de manière très intensive pendant 7 ans, mais toute ma vie, j'ai continué, on va dire, sur ce chemin-là, sur cette voie VOIE.
qui m'a fait prendre conscience de ma propre grandeur, de mon lien avec cette humanité, de mon lien avec le monde, et qui m'a fait, on va dire, continuer, parce que j'ai travaillé la voix, mais la voix, ça m'a amené bien évidemment à d'autres choses, évidemment des recherches personnelles, des thérapies, des travails sur le corps. Enfin bon, j'ai tout exploré, j'ai essayé en tout cas d'explorer des tas de choses pour enfin être en paix avec cette forme-là, et de me dire et de m'apercevoir, et ça je le dis dans le livre, et de m'apercevoir que cette forme-là, de toute façon, c'était encore un masque par rapport à la souffrance première, que j'ai enfin pu, on va dire, voir, reconnaître et pardonner. Merci Josette. Alors justement, ce côté, on va revenir sur la voix, mais il y a aussi ce côté artiste que tu as maintenant développé pour toi. Voilà, après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant que secrétaire, mais c'était pas du tout. Alors, est-ce que tu chantais déjà, et est-ce qu'enfant c'est quelque chose qui cette scène, ou en tout cas ce côté artistique, cette fibre artistique, tu l'as développé étant enfant, et est-ce que ça t'a servi à faire quelque chose de tout ça pour pour te protéger de ton environnement qui était peut-être toxique ou hostile, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Je me souviens que au moins jusqu'à mes 17 ans, je sortais pas. J'avais trop honte. Et je restais dans ma chambre et j'écoutais la radio à l'époque. J'écoutais Piaf, Brassens, Calas. Et dans ma chambre, j'étais Piaf, j'étais Calas. Parce qu'à l'époque, bon, je suis de 53, hein, donc c'était dans les années 60. C'était dans les années 60 à l'époque. À la radio, on nous passait des concerts entiers, hein, c'était RTL, c'était Europe numéro 1 de ces Europe numéro 1, de ces grands artistes qui faisaient l'actualité culturelle. Et évidemment, quand on a 7 ans, on n'a pas de complexe, hein, donc je braillais au-dessus des voix de ces chanteurs. Et voilà, quand Aznavour chantait, je me voyais déjà, ben moi j'y étais, quoi. Et quand on applaudissait Aznavour ou Piaf ou Calas, eh bien moi, c'était moi qu'on applaudissait. Voilà, c'était ça mon rêve d'enfant, en fait. C'est que je me suis évadée par les chants. Par le chant. Alors bon, on disait autour de moi, on disait, oh ben Josette, on la voit pas, mais on l'entend. Jamais personne n'a eu l'idée de me dire, bah quand même, elle a une voix intéressante, elle aime chanter, on va lui faire. Non, j'ai pas fait de musique, malheureusement, je ne joue pas d'instrument, etc. Mais je veux dire que quand j'ai retrouvé à 40 ans le chemin de la voix, et que j'ai heureusement pour moi, croiser cette spécificité-là du travail que j'ai pu faire avec Jean-Claude Sergent. Voilà, ça s'est renoué, quoi. Et quand j'ai fini, entre guillemets, parce que Jean-Claude Sergent, de toute façon, est parti vers d'autres horizons, et ben, je me suis dit, ben, je vais y aller, quoi. Parce que de toute façon, le secrétariat, c'est fini. Donc, voilà. Ben, c'est-à-dire, j'ai été licenciée. Alors, tu vois, c'est aussi des petits cadeaux de la vie. Parce qu'en fait, je te rejoins tout à fait. C'est peut-être des petits cadeaux de la vie. Il y a peut-être des personnes là qui nous écoutent et qui vont se dire, le mois de septembre ou la rentrée, ça va être compliqué. Et en fait, il y a toujours quelque chose de positif. Alors, quand on est en plein dedans, on se dit comment je vais payer les charges, la maison, les enfants, les machins, c'est compliqué. Par contre, c'est vrai. Et ça s'avère de plus en plus juste à chaque fois, à chaque semaine qui passe, chaque mois ou chaque année. Je me dis, mais la vie, elle est quand même incroyable. C'est que nous, on est en doute, en stress permanent, on a peur. Et en fait, c'est d'une justesse. Et parfois, que ce soit des ruptures, des maladies, des licenciements, des divorces, tout, ça arrive pour nous permettre de vivre quelque chose de mieux. Oui.
Oui, oui, Alors, pour oui. ceux qui écoutent et qui sont en plein dans un marasme, ils sont en train de se dire, elle se fout de moi, comment veux-tu, dans ma situation actuelle, que je trouve du mieux? Et en fait, c'est aussi ça, les coïncidences. Alors, est-ce qu'il y a des coïncidences? Moi, je crois plus au hasard, je crois juste aux rencontres et aux belles rencontres. Mais c'est vrai que parfois, il y a plein de situations. Si tu n'avais pas été licenciée, Josette, tu aurais peut-être mis encore 5-10 ans où tu te serais jamais autorisée à le faire. Absolument, absolument. J'aurais pas enlevé le tapis de tous mes pieds. Hein. Ça, c'est trop lourd, c'est trop dur de prendre ce risque. C'est pour ça que je dis, il y a pas, il y a des fois, je dis pas tout le monde, hein, mais il y a des fois, il y a des choses qui me gênent dans, tu sais, avoir des objectifs. Vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire, etc. Non, 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 non. C'est vraiment voilà, il y a un questionnement de fond à faire avant. Et il y a aussi des choses qui viennent comme ça, quoi. C'était une évidence. De toute façon, j'étais licenciée. Et la vie avait fait que j'avais rencontré ce travail de la voix, que j'avais commencé, etc., que j'avais commencé à travailler autour de la communication, ce qu'on appelle aujourd'hui la communication non violente, etc. Et que j'avais fait des stages et que j'étais devenue moi-même animatrice de ce type de communication, de groupe. Je me suis dit, mais c'est ça ma vie, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? En plus, j'étais secrétaire chez les notaires, t'imagines? Enfin, quelqu'un comme moi. On a pas tous les notaires. C'était horrible, quoi, les successions, la poussière, le classement. J'y suis jamais arrivée. Et là, voilà. Et donc, je me suis lancée, on va dire. Je me suis lancée, mais encore une fois, c'est parce que aussi, j'ai eu cette chance d'avoir cette force-là. De toute façon, j'avais rien à perdre. J'étais sans repère, voilà, ma vie était quand même plus que chaotique. On est en 1990. Voilà, dans mon livre, je raconte quand même cette histoire aussi qui a été quelque chose de fondateur dans ma vie. J'ai un enfant à 25 ans et à 10 ans, je confie mon fils à une famille parce que je ne suis pas en mesure de lui assurer la sécurité pour lui assurer un avenir, on va dire, meilleur que le mien, on va dire, tel que j'étais à l'époque. Je voulais pas le remettre dans ce cycle d'abandon, de violence. Voilà. Voilà, je voulais pas. J'avais commencé à entrevoir que il y avait une autre façon de faire, mais qu'il fallait que j'avais besoin de temps, et que pendant ce temps-là, mon fils grandissait et que avec moi, il était en danger. Donc voilà, c'est courageux. Excuse-moi, je t'interromps, Josette, mais merci du partage parce qu'en fait, c'est hyper courageux ça. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait, en tant que maman, c'est d'un courage, d'une clairvoyance incroyable de se dire là, le chemin que j'emprunte. Je peux le prendre seul, mais avec un enfant, ça peut être compliqué, donc je le protège. Et c'est vrai parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, parfois qu'elles mettent leurs enfants en danger, et d'avoir eu ce courage-là, de cette fibre maternelle à un point tel, eh ben bravo en tout cas, chapeau l'artiste parce que franchement ça n'a pas dû être simple et je pense que ça aussi ça permet de se reconnecter à, j'allais dire, tu es une grande dame avec un apostrophe, parce que ça aussi, c'est une grandeur d'âme d'oser faire ce genre de choix pour pouvoir permettre à l'autre d'obtenir le meilleur de ce qu'on peut lui offrir, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, je veux dire que pendant ces 30 années, là, depuis 1988, où mon fils est parti dans cette famille, et aujourd'hui, ces 30 années de cheminement, ces 30 années de questionnement, ces 30 années de construction, on va dire, du lien, de résilience par rapport à tout ça, et en même temps de remettre tout à sa place et de laisser partir, on va dire, les âmes, justement. Et aujourd'hui, la vie me sourit. Mon fils, je suis toujours en lien avec mon fils. Il était chez moi il y a une semaine. Il est venu passer un week-end.
C'était pas gagné, ça faisait 20 ans que j'attendais ça et il est venu le week-end dernier. Donc voilà, je veux dire que c'est aussi un de mes questionnements, c'est comment on fait quoi pour rompre avec avec des situations comme ça de ces scénarios de répétition, de souffrance, de violence, et de ne pas abandonner entre guillemets totalement nos enfants. Comment aussi les systèmes, hein, parce que les enfants placés, les familles d'accueil maltraitantes, c'est monstrueux. Donc voilà, comment on fait, comment on dit à toutes ces mères, si vous pouvez pas le faire, trouvez des solutions alternatives en fait. Faites-vous aider, mais n'abandonnez, demandez à être aussi en lien, quoi. Ne rompez pas le lien. Vous n'abandonnez pas votre enfant. Je n'ai jamais abandonné mon enfant, jamais. Et c'est très important parce que je te rejoins. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans une telle détresse, et c'est encore plus douloureux d'abandonner un enfant quand on est dans une période de détresse. Je pense que cette situation-là de pouvoir, il y a des solutions, on en trouve toujours. Et c'est aussi dans nos cultures, j'allais dire, il y a des cultures dans d'autres cultures justement, l'abandon ne se fait pas parce qu'en fait les gens sont interconnectés et on se soutient les uns les autres. Oui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose. Dans les familles africaines, c'est les cousins, les cousines, enfin, c'est les clans qui élèvent. Alors, tout le monde prend en charge la famille. Voilà, on n'est pas tout seul. Il y a des inconvénients, bien sûr. Il y a toujours le poids de la tradition, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas cette famille-là, comme ça, mononucléaire, là, comme on dit maintenant, et où on est voilà. On est mère et on doit y arriver parce que c'est comme ça, parce que la société, autrement, vous êtes une mère indigne. Et ça, c'est 30 ans de culpabilité à gérer, à porter. Ah ouais. Non, c'est... Ouais, vraiment, chapeau, madame. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, et merci de mettre le doigt dessus, c'est quelque chose dont on parle peu, où on parle pas, alors que ça fait partie. Il y a des personnes, on en connaît tous autour de nous, qui ont fait des choix où on découvre de grand-mères ou d'histoires familiales aussi, où c'était pas dit parce qu'il y avait qu'on dira-t-on, parce que ce qu'on veut. Et ça, cette lien de filiation, quel qu'il soit, je pense que quand on peut le garder, c'est super important. Et aussi avoir une famille. L'important, je pense que c'est d'être aimé. Alors justement, cet amour dont tu parles et que tu as réussi à garder ce lien et à transmettre des belles valeurs, etc. J'allais te demander, tu as démarré l'interview en me disant, je me trouvais moche, je m'aimais pas, etc. Au-delà d'aimer l'autre, parce que ça, j'ai encore lu ce matin un article où on dit, on nous apprend toujours à devoir recevoir de l'amour de l'autre, mais ce qui dit devoir être aimé de l'autre, l'autre peut nous l'enlever cet amour du jour au lendemain, et c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dépendance affective. Donc, apprendre à s'aimer soi, ben, une fois que tu es comblé, tu peux que donner du plus. Mais si on te l'enlève, si toi, tu as mis ce qu'il fallait, on ne t'enlèvera pas. Donc, comment tu as travaillé sur toi? Est-ce que justement, c'est des ateliers, la recherche que tu as faite sur d'autres thérapies ou d'autres alternatives? Parce que comment tu as, cette jeune femme qui s'enfermait dans sa chambre, qui avait honte, a réussi à se dire, je m'aime suffisamment pour me donner cette chance, ou en tout cas me défaire complètement du regard de l'autre. Qu'est-ce que tu as allé puiser au fond de tes tripes ou au fond de ton cœur? Alors c'est encore une fois, hein, c'est voilà, devenir l'artiste de sa vie, on y arrive. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance incroyable que à la fin de ce parcours de travail de la voix, Jean-Claude Sergent me dise, mais Josette, tu as une très belle voix et tu en fais quoi? Et en fait, j'ai évidemment très très longtemps été dépendante de ce regard, en tout cas de cette reconnaissance de l'autre, de moi par l'autre. Et aujourd'hui, j'en viens quand même à dire, ça y est, je suis en lien avec moi-même et je suis moins dépendante de cette reconnaissance de l'autre. Mais je dois dire quand même qu'à chaque fois qu'elle arrive, ça me fait du bien. Eh ben oui, t'as raison, prends. Voilà, je prends. Et en fait, j'ai pas trouvé d'autre solution que de me dire, eh ben moi, je veux chanter. Voilà.
Et comme je ne connaissais personne, j'avais 40 ans, j'étais toujours dans ma tête quand même, parce que en travaillant la voix quand même, j'ai pas pu ne pas travailler aussi sur cette image de moi, etc. Et en entendant la voix, en entendant les voix que je pouvais entendre, et que je voyais les physiques dans lequel les corps dans lequel étaient ces voix, je me disais, ça ne peut pas être monstrueux. On ne peut pas se sentir monstrueux quand on a cette voix-là. Et en fait, voilà, je suis allée dans la rue parce que je connaissais personne, parce que évidemment, j'avais 40 ans et que encore une fois, comme je dis, j'aime bien le dire, j'étais pas Jane Birkin, ça se saurait. Donc, ben voilà, je suis allée chanter dans la rue parce que j'avais pas d'autre choix. Et là, les gens sont venus vers moi. Ils m'ont dit que j'étais extraordinaire, que j'avais une voix extraordinaire. Ils m'ont dit, ils m'embrassaient, ils m'aimaient, quoi. Et d'un seul coup, j'étais waouh. Je me suis dit, c'est incroyable. Et ça, voilà, cette nourriture-là, parce que de la rue, je suis passée aux petites scènes, aux plus grandes scènes, etc., etc. Et ça, c'est devenu vraiment mon adrénaline. C'est quelque chose, c'est des moments comme ça, des instants de bonheur trop fugaces, malheureusement, dans ma vie, parce que cette vie de chanteuse, elle n'a pas été, on va dire, linéaire. Voilà, j'ai un concert, les gens sont debout, voilà, etc. Et puis ça s'arrête. Et puis il faut attendre encore des mois, voire des années, avant que ça reprenne. Et ces pointillés-là, entre chaque pointillé, on va dire, eh ben c'est le doute. Eh ben c'est le retour à soi, c'est le retour à toutes ces, on va dire, croyances, on va dire, limitantes, à tout ce connu qui vous revient, qui vous alourdit, qui vous empêche de rester cette chanteuse que vous avez été sur scène et que les gens ont applaudi debout, quoi. Voilà. Et en même temps, j'ai tenu pendant plus de 20 ans. J'ai même créé un spectacle en 2018 et mon fils était là pour le voir. Il est venu régulièrement me voir en spectacle. Il m'a toujours admiré, il m'a toujours dit bravo maman, il m'a toujours dit tu m'as fait un beau cadeau parce que le dernier spectacle et le livre que j'écris pour lui, c'est mon testament. Et il m'a dit merci maman, c'est un très très beau cadeau. Donc voilà, je me suis dit je suis une chanteuse ratée et aujourd'hui je me dis non, je ne suis pas une chanteuse ratée. Je suis une chanteuse extraordinaire, sauf que ma vie, ce que j'avais à vivre aussi, et ce que j'avais à dépasser de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces peurs en moi, ben, m'a empêché à m'autoriser, on va dire, à être, on va dire, cette personne dans la lumière, etc., etc. Et puis aussi, il y avait, est-ce que peut-être que j'ai pas pu non plus mener tout de front parce que j'avais mon fils. Il fallait que je me reconstruise pour mon fils. Il n'était pas question de fuir dans un showbiz et de le voir comme ça. Non, non, ma priorité absolue, c'était quand même de ne pas rater ma mission de maman. Maman, ouais. Et c'est fort ce que tu expliques parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'image des pointillés et entre les pointillés, il y a des doutes. Tu parlais de Jane Birkin ou de n'importe quel artiste. Je pense qu'il y a toujours ce syndrome quand les lumières s'éteignent, tu as fait le show, tout le monde a applaudi, c'était génial, on te félicite en sortie de scène. Et puis tu restes, tu sais, j'avais souvent cette image du clown triste. Moi, j'adore le cirque. Hein. Et on éteint les lumières, tout le monde s'applaudit et tu restes sur la piste et tu t'assois au bord de la scène et là, tu es tout seul, parfois avec la descente d'adrénaline qui fait que tu es triste, tu pleures ou pas, mais il y a cette côté, c'est même pas forcément de pleurer, c'est cette nostalgie de ce moment de kiff intense d'adrénaline, comme tu dis, et tu sais pas quand aura lieu le prochain. Et en cette période un peu compliquée, en plus, on se dit, ben voilà, tous les artistes ont dû fermer la porte parce que les théâtres ont fermé. Et ça, c'est quelque chose, toute personne, c'est pour ça que pour les personnes qui nous écoutent, devient l'artiste de sa vie. On n'a pas besoin d'être sur scène pour devenir l'artiste de sa vie. C'est à un moment donné, c'est ce que tu dis très justement, Josette, c'est je m'autorise.
j'apprends à m'aimer parce qu'en fait, je pense qu'on a tous quelque chose à partager. Alors oui, il y a des situations qui sont douloureuses. Oui, il y a des situations de vie qui sont pas évidentes. Et certains se disent, mais c'est un chaos incroyable. Et on voit des personnes qui ressurgissent un peu comme les phénix qui renaissent de ses cendres. Mais c'est un peu ça. Il y a des gens qui ont eu des épreuves de vie. Tu te dis, mais waouh, si eux, ils arrivent à repasser là-dessus, mais moi-même, à un moment donné, et c'est tellement douloureux parce qu'en fait, et je te rejoins sur le côté, alors, il y a un moment pour tout le monde, c'est que quand c'est pas midi à ta porte, c'est pas midi à ta porte. T'as beau avoir, même, il y a des gens qui vont dire, oui, mais je peux pas créer un projet ou je peux pas monter mon entreprise ou changer de vie parce que j'ai pas les moyens. Certes, qui est économiquement, c'est vrai. Perso, j'ai pris des risques à des moments de vie où il fallait pas. Voilà, j'ai arrêté de parler. Il y a des moments où les gens me disent, mais pourquoi tu fais tout en même temps? Tu fais attention à toi, ton régime, t'arrêtes de fumer, tu changes de boîte, tu changes de mec, tu changes tout. Mais parce qu'il y a des situations qui sont comme ça. Il y a des personnes qui vont faire un à la fois tous les ans. Bon, il y a d'autres personnes, peut-être moi je fais un peu tout en même temps. Mais par contre, où ça vient de chercher, c'est que tu te dis, si je l'ai fait, on peut le faire. C'est qu'à un moment donné, c'est simplement de prendre conscience que ce qui nous tue pas nous rend plus fort, et ça c'est vrai. Oui, absolument. Les freins qu'on se met, et je pense que ça doit être exactement la même chose pour toi en tant qu'adolescente ou enfant ou autre, c'est de se dire, en fait, quand on s'aime pas, forcément qu'on se trouve moche, on a toutes les raisons de se dire, oui, il n'y a rien qui va. Et le pire, c'est qu'on est toujours en train de regarder dans le jardin du voisin ce qui va mieux. Alors qu'il y a plein de personnes, peut-être qu'on admire, ils ont aussi des problématiques, des enfants malades, des problèmes d'argent, tout. Et en fait, quand on lâche ce côté, j'allais dire oui, financier ou autre, et qu'on se reconnecte au cœur, tu sais, la semaine dernière, il y a 10 jours, je suis allée faire une retraite de 2 jours et demi, en fait. Juste, j'avais plus envie de bruit, de brouhaha, etc. J'ai coupé les réseaux sociaux. Et en fait, tu te reconnectes à toi. C'est d'une justesse incroyable. Mais c'est un vrai chemin parce que je pense aussi ça peut effrayer. Ça peut effrayer parce que quand on se retrouve tout seul, moi j'étais avant quelqu'un qui détestait la solitude. Enfant, je détestais ça. Alors j'avais plein d'amis imaginaires, etc. Je parle aux animaux, tout ce que tu veux, mais c'est quelque chose pour moi qui était très douloureux. Donc en plus j'ai vécu un divorce qui était pas évident. Je sais même pas si c'est le divorce qui était pas évident, c'était de me retrouver seule. Le reste après, je me suis rendu compte que finalement j'arrivais à avancer avec ma fille, mais cette solitude était compliquée. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que quand on est confronté à soi, on peut plus dire que c'est la faute des autres. On peut plus dire qu'on manque d'amour de la part des autres ou qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, puisqu'on est soit face à soi, en effet miroir, et là on est confronté à tout ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas. Et je pense que ça peut effrayer certaines personnes qui doivent prendre conscience qu'on a la possibilité de changer. Moi, je pense qu'il faut, ça demande, et ça je me le reconnais bien sûr aujourd'hui, ça demande du courage. Je suis quelqu'un de très courageux. Voilà, j'ai été quelqu'un. T'inspires beaucoup de personnes aussi, Josette, et merci pour ça. Voilà, et je pense effectivement que sans dire si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, c'est peut-être que mon témoignage dans ce livre pourra inspirer, pourra donner envie, pourra insuffler à quelqu'un cette force, parce que voilà, et puis peut-être il aura envie de me téléphoner ou d'échanger avec moi. Mais comment vous avez fait? Moi, j'ai posé des questions. J'ai demandé aux gens, mais comment t'as fait toi pour être mère? Qu'est-ce que c'est qu'être mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on m'a répondu. Donc je me suis retrouvée dans plein de choses et je me suis dit ben non, alors je suis pas une mauvaise mère. Alors et comme ça petit à petit j'ai reconstruit parce que je me suis aussi appuyée sur des gens qui avaient fait des expériences et qui ont accepté de témoigner pour moi et d'échanger avec moi. Et c'est ça mon but, c'est pas de dire je vais faire un livre et que je vais donner des leçons et que voilà non, c'est de dire si je pouvais mettre juste une toute petite graine d'espoir dans la vie des gens qui vont me lire, et s'il y en a qu'un, ça sera génial. Et par rapport à ce que tu disais, Josette, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Non. Ça n'existe pas. Pour les personnes qui nous écoutent, ça n'existe pas. Et je l'ai expérimenté aussi, moi, avec ma fille, c'est de dire, on apprend tous les jours. On peut fonctionner pendant des semaines avec un enfant, et un matin, on se réveille, ce qui marchait la veille,
le lendemain matin, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que lui, il est évolué. Nous, on a essayé de faire au mieux et il y a pas, ça n'existe pas un mode d'emploi. Sinon, tout le monde l'aurait. Mais ça, évidemment. Évidemment. Donc, je pense que l'enfant, pour moi, hein, et bon, évidemment, j'ai fait beaucoup de… Évidemment, tu imagines que j'ai été longtemps, on va dire, participante à des séminaires, à des conférences, à des stages autour de cette histoire d'être parent, d'être maman. Et qu'est-ce que l'enfant, il vient faire dans notre vie, quoi. Et en fait, mon fils, il est venu pour me botter le cul. Et je pense que nos enfants, ils sont toujours devant nous, en fait. Et il y a quelque chose à entendre, à comprendre, à écouter de ce qu'ils viennent nous dire, de nous, de nos valeurs, voilà, de notre incapacité à sortir de nos rails. Et c'est tout le travail que j'ai été obligée de faire. Sinon, j'aurais perdu mon fils. Et alors, oui, évidemment, il y a plein de choses sur la relation adulte-enfant. Il faut les lire. Il faut et en même temps accepter d'être questionné par ces gens qui nous parlent de ces relations idéales, de l'écoute. T'imagines quand un thérapeute, enfin quelqu'un qui écrit sur la relation adulte-enfant, il dit il faut écouter vos enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire écouter vos enfants? Écouter un enfant qui veut pas vous parler, écouter un enfant qui a pas les mots, qui a juste pas les mots. Comment je fais pour comme je dis, apprivoiser le silence? Arrêter justement, c'est la même chose que ce dont on parlait pour l'artiste. Entre les pointillés de cette relation qu'on a avec nos enfants, on est dans le doute absolu. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va pas faire une connerie? Est-ce qu'il va pas rencontrer quelqu'un, etc. Et là, c'est de se repositionner. C'est qu'est-ce que moi je véhicule de violence, de déni, de colère. D'où je viens. Est-ce que j'ai dépassé mon histoire? Est-ce que je l'ai remise en question? Est-ce que j'ai apaisé le terrain pour ne pas transmettre la souffrance, pour ne pas transmettre les scénarios de recommencement, les scénarios de répétition, etc., etc. C'est tout ça qu'on doit se poser. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, Josette, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent, qui deviennent parents par choix ou pas. Des fois, il y a des accidents heureux dans la vie d'avoir. Oui, il y a beaucoup de gens qui choisissent, heureusement. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'on dit toujours quand il y a des moments où ça tombe pas au bon moment, c'est pas prévu, etc. Mais un cadeau, un enfant, c'est toujours un cadeau de la vie. Mais par rapport à ce que tu expliques, c'est hyper important parce que quelqu'un qui a vécu dans la violence ou quelle que soit l'histoire de vie, on a peur, et à juste titre, de remettre ça. Quand c'est pas réglé, on a de la colère en nous, etc., qu'on va transmettre à nos enfants. Par contre, une chose importante aussi, c'est que nos enfants, c'est pas nous. Et quand tu parles d'écoute, ce qui peut être important pour moi, ce qui aurait peut-être été important pour toi, Josette, ou tous les gens qui nous écoutent, étant enfant, on aurait peut-être aimé avoir ça ou ça, avoir un idéal de famille comme ça, et sans le vouloir, ou inconsciemment, on va essayer de combler nos propres manques. Exactement. Et à un moment donné, on peut faire pire que mieux. Alors, de donner trop d'amour, ça peut être aussi perturbant parce qu'en fait, on étouffe. Et c'est aussi, je te rejoins, de comprendre, d'arriver à couper le cordon. Moi, j'ai mon papa qui m'a toujours dit, éduquer, en latin, ça veut dire pousser vers. C'est-à-dire que donner les moyens, comme les petits enfants, avant qu'ils sautent du nid, les petits oiseaux, voilà, il faut qu'ils apprennent à voler. En tant que parent, c'est ça. On n'est pas avec un fil à la patte pendant 40 ans. Je connais des personnes qui ont aujourd'hui 40 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de conjoint, hommes ou femmes parfois, parce que peut-être il y a une histoire familiale trop compliquée ou des parents trop présents et on se dit au secours, j'en veux pas. Il y a des gens qui veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils disent moi je suis pas une mère comme elle ou je veux pas. Enfin voilà, c'est pas toujours la mère. Je parle en tant que maman, mais c'est vrai que c'est important de comprendre
qu'on a besoin, je remercie pour le silence, mais parfois aussi, ils ont besoin d'air. Oui, oui. D'espace. Oui. À un moment donné, en voulant bien faire, et fais pas ci, et fais pas ça, etc. Et je l'ai expérimenté. Moi, Louise, elle est partie à l'autre bout de la terre. Les gens m'ont dit, oh! Parce qu'avant ça, elle était partie faire de la voltige pendant 2 ans, et on est, comme on vit à deux en tant que, on est, voilà, très fusionnel. Et les gens me disent, mais tu l'as laissé partir. Mais bien sûr, je l'ai laissé partir. Le plus beau cadeau que je puisse faire à ma fille, c'est de lui laisser vivre sa vie. Et pas en fonction de ce que j'attends de moi. Moi, ma vie, je l'ai faite. Et quand j'interviens dans les écoles, parce que je fais beaucoup d'ateliers de développement personnel sur de la connaissance de soi en école, post-bac, les étudiants me disent, ben oui, mais mes parents payent les études. C'est vrai, je comprends. Mais on a une responsabilité en tant que parents. C'est-à-dire que si nous, on pense qu'on a échoué, c'est tout. Tant pis. Et on ne demande pas à nos enfants de prendre la destination, de monter dans le train qui va dans la destination que nous, on aurait aimé prendre. Exactement, exactement. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord et c'est ça qui a, on va dire, guidé ma vie pendant 30 ans. Ça a été quelque chose de, évidemment, c'est pas conscient, c'est pas, il y a une case Mathieu, Mathieu c'est mon fils, il y a une case Mathieu et il y a une case Josette, c'est pas ça, c'est des choses comme ça, c'est l'un qui vient, on va dire, secouer l'autre et vice versa. C'est par moment aussi l'envie de se dire, basta quoi, je vais aussi essayer un peu de vivre ma vie quoi, moi, en tant que femme, en tant que, voilà, je suis pas que mère, donc je dois aussi me construire pour moi. Et d'ailleurs, c'est la promesse que j'avais faite à mon fils en lui disant, chaque moment que tu ne seras pas avec moi, je te promets, je l'utiliserai à me reconstruire pour toi. Parce qu'aujourd'hui, d'être la femme que je suis, c'est le meilleur cadeau que je puisse donner à mon fils. C'est-à-dire qu'il voit en moi une femme épanouie, forte, je suis en couple, j'ai réussi, enfin, et pas seulement, et depuis plus de 20 ans maintenant quand même, donc c'est une vraie histoire. Voilà, il a pu venir chez moi, il a pu voir mon environnement, il a pu voir, voilà, je suis gaie, je chante, les gens m'aiment, et je suis fière de moi. Donc ça, pour mon fils, c'est un exemple et témoigner par l'exemple. C'est la seule chose qu'on puisse donner à nos enfants. C'est témoigner par exemple. C'est pas fais ce que je te dis. C'est regarde qui je suis et si ça te convient, demande-moi comment j'ai fait. Ou en tout cas, mon fils, il me demande pas comment j'ai fait, mais il regarde. Et voilà. Et il me dit souvent, tu sais, maman, quand tu me dis des choses, j'écoute. Et puis je laisse faire son chemin. Et à un moment donné, je me dis, ah oui, tiens, ça peut-être que ça peut-être que ça me convient. Mais jamais mon fils ne m'a dit qu'est-ce que je dois faire et de moi lui donner une solution. Jamais. Il m'a parlé des problèmes qu'il pouvait avoir et il en a. Mais il me demande pas de solution. Il me demande juste de pouvoir me dire qu'il a un problème. Oui, puis par moments, c'est juste une écoute, parce que ça aussi, c'est complexe. Et quand tu parlais tout à l'heure d'écouter nos enfants, c'est qu'on a toujours tendance à mauvais, enfin, je sais pas, mauvais escient, d'essayer de remplir ce silence. En fait, on passe notre temps à remplir des vides. Oui. Et quand il y a un vide, il faut qu'on le mette. Alors que pour la musique, moi, je suis pas musicienne, j'adore, voilà, j'ai des cours de guitare, mais je désespère pas, hein, mais il y a vraiment, quand j'ai dit aux gens, même dans une portée musicale, il y a des silences. Non, mais attends, je voudrais préciser quand même, c'est quand même le grand musicien John Cage qui a dit, la musique, c'est du silence, c'est des notes sur du silence. C'est pas le silence qui interrompt la musique, c'est le silence et il y a les notes qui interrompent le silence. Et il y a des grands chefs d'orchestre, il y a un grand chef d'orchestre, j'ai pas son nom parce que j'ai un peu de mal avec les noms. En plus, c'est un Allemand, donc c'est un nom étranger et qui dit, en général, sur une partition, on joue les notes. Moi, je joue ce qu'il y a entre les notes. Donc, c'est tout dire. C'est tout dire, parce qu'on lui dit, mais il y a quelque chose dans votre musique, il y a quelque chose de, ah oui, mais c'est impalpable, mais c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que, je pense que c'est toute la différence entre
le ressenti, cette intelligence, on va dire, de la musique, et le technicien, aussi génial soit-il. Donc, cette intelligence dont tu parles, il y a aussi cette intelligence émotionnelle par rapport à ce que tu expliquais de ton fils. C'est quand quelqu'un vient avec une problématique, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'est pas forcément dans l'accueil. On cherche tout de suite la solution. Exactement. Quand quelqu'un arrive avec une émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit un adulte ou un enfant, les gens, on est très à l'aise avec toutes les émotions positives, j'allais dire. Ouais. Alors, les émotions négatives, que ce soit la colère, la tristesse, après, je parle pas de dégoût, mais ne serait-ce que la colère et la tristesse, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est petit? On met un chapeau dessus. Donc, au bout d'un moment, si vous arrivez à 40 ou 50 balais, voire plus, bah, ça fait cocotte minute quand la colère a été mise de côté trop longtemps. Et cette tristesse aussi, souvent, et pour l'avoir vécu également, on dit, ah non, non, mais, non, non. Et on le rejette. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on apprend à garder nos émotions. On devient des adultes qui ne savent plus exprimer non seulement nos besoins, mais nos propres émotions. Et l'écoute dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça aussi. C'est d'accueillir parfois, on va peut-être dire à quelqu'un, tu vis quelque chose de extrêmement douloureux. Je peux rien faire d'autre que t'offrir mes bras et mon épaule. Point. Il n'y a pas besoin de mettre de mots, juste d'être là pour garder, enfin, réussir à sortir ça. Parce que si on le sort pas, c'est compliqué et ça peut générer des problématiques. Alors c'est vrai que en étant parent, on se dit voilà, on essaye de faire des choses pour nos enfants. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on le fait. Et ça, c'est, il n'y a pas de recette. Les recettes de grand-mère, je suis pas sûre. Autant tu peux aller regarder comment vaincre un rhume avec des recettes de grand-mère, devenir une super maman ou un super papa avec des recettes de grand-mère. Je suis pas sûre que ça existe. Ce serait peut-être un truc à faire, hein, peut-être un bouquin un jour. Mais en tout cas, il y a des parents qui ont une vraie intelligence. Moi, j'en suis persuadée. Il y a des parents qui ont une vraie intelligence et c'est pas forcément des gens qui ont fait beaucoup de recherches, on va dire. Tu sais, il y a des gens comme ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont cette culture comme ça de la vie, quoi. Tu vois, comment je dirais ça, voilà, ils ont vraiment les pieds sur terre, ils sont ancrés et ils savent jouer avec l'amour, avec en même temps la règle. C'est harmonieux tout ça, donc pourquoi pas? C'est quand ça pose vraiment problème qu'il faut s'interroger. Moi, si je me suis interrogée, c'est parce que mon fils, il foutait plus rien à l'école et il a plus jamais rien foutu. À 10 ans, il n'y avait plus une école pour l'accueillir parce qu'il était, pour eux déjà, il était déjà prédélinquant. Et je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et en même temps, j'avais moi la conscience de cet environnement toxique dans lequel j'avais été élevée. Enfin, je veux dire, tout sauf le remettre là-dedans, parce qu'évidemment, j'aurais pu le confier à ma mère, et puis bon, on aurait continué. Non, je voulais pas de ça, et en même temps, ça m'a dépassé, quoi. Donc, voilà, j'ai pas eu cette intelligence-là, j'ai pas su, j'ai pas pu. 30 ans après, je me dis, Josette, t'as fait du mieux que t'as pu, et tu mérites. Tu peux te dire bravo, tu peux te dire merci et tu peux te pardonner. Tu peux te pardonner parce que ton fils aujourd'hui, il te l'a dit, maman, je t'aime, maman, ma force, c'est toi qui me l'as donnée. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit mon fils. Voilà, il m'a dit maman, ma force est à toi que je la dois. Alors que je le renvoyais à cette famille merveilleuse qui l'a élevé et dans laquelle j'ai été accueillie toutes ces années quand j'allais voir mon fils. Mais il m'a dit, maman, ma force, c'est à toi que je la dois. Donc, oui, je pense que tu parles de quelque chose qui est important dans la construction d'un être humain. Oui. En fait, ce qu'on a besoin, c'est d'amour. Le lien filial existe, hein, mais en même temps, cet amour, et je pense à toutes les familles dont tu parles qui accueillent des enfants temporairement ou qui ont des problématiques, des enfants qui doivent sortir in extremis d'une famille où ça devient compliqué. Il y a des personnes qui donnent sans compter. Oui. Accueillir un enfant en son sein, dans sa famille, être famille d'accueil, nounou, parce qu'il y a une nuance entre être nounou, famille d'accueil, et famille d'accueil de cas d'urgence.
Il y a quand même tout ça. Il y a voilà, et c'est des personnes peut-être qu'on met pas suffisamment en valeur. Donc petite pensée pour toutes ces personnes-là qui prennent le relais, ou qui font tampon en attendant, comme tu disais, que que la personne puisse se remettre sur les rails normalement. Et ça, je pense que ça me touche parce qu'en fait, l'amour, c'est vraiment, et j'en suis convaincue de plus en plus, c'est vraiment quelque chose, ça résout tout. Quand tu acceptes l'autre dans ce qu'il est, quelle que soit la différence de culture, de tout ce qu'on veut, et que tu te sens accueilli tel que tu es, ou en tout cas, même pas accueilli, c'est quand tu te sens aimé, mais ça change tout. Ça change tout. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être plus comme ci, moins comme ça. Tu es, point. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être. Et l'autre te prend comme tu es. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc waouh, c'est un sujet immense. Hein. On pourrait, enfin moi en tout cas, je pourrais en parler pendant des heures. Tu vas faire un deuxième tome après. Mais en même temps, je pense que de laisser une empreinte comme ça ou un partage, c'est quelque chose qui est, c'est un chouette, vraiment beau cadeau. Alors déjà pour toi, c'est un très beau travail de pouvoir mettre en crise ce que tu as vécu. Et je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes ou de parents qui vont se retrouver dans ton histoire personnelle. Et merci de le livrer parce qu'en fait, tu sais, il y a souvent des choses qui sont tabous ou dont on parle peu, ou on va se dire. Et en fait, plus tu es dans ton authenticité et ta vulnérabilité, j'allais dire, plus tu touches. Moi, je t'ai vu sur scène. Waouh, quand je te dis une grande dame, c'est qu'on en prend plein les mirettes, on en prend plein les oreilles, et tu as cette présence par la voix, certes, mais au-delà de ça, on te voit arriver sur scène, tu as une aura, Josette, tu as quelque chose qui passe et tu touches le cœur des gens. Tu sais, j'en avais parlé avec Annick Alain, et je peux dire la même chose pour toi, c'est que tu mets des décalcomanies dans le cœur des gens. Tu sais, tu viens et tu poses un truc et tu t'en vas. C'est quoi ça? C'est du Josette et ça reste. Bah, écoute, merci vraiment parce que voilà, j'ai pas de mots pour dire l'émotion que ça génère. Et c'est vrai que tu parles d'authenticité et que devenir l'artiste de sa vie, j'aurais pu effectivement choisir de te raconter ma vie de chanteuse et où j'en suis et qu'est-ce que je fais et quels sont mes projets, etc. Et en fait, quand je te disais aujourd'hui, je suis en paix et je sais qui je suis. Et je suis d'abord cette femme qui a posé des questions, qui a dit non à un destin, on va dire, mortifère, et qui chemine, voilà, qui chemine depuis plus de 30 ans, et qui a, on va dire, un espèce de guide comme ça devant moi, qui s'appelle Mathieu, qui est mon fils, et qui est justement pleine de gratitude à la vie, de m'avoir donné malgré moi, on va dire, cet enfant que je ne voulais pas, que je n'attendais pas, et qui a fait, on va dire, qui a résonné comme ça, qui m'a donné la force. J'ai toujours dit, jamais ça pour lui. Voilà, jamais ça pour lui. Et c'est ça aujourd'hui encore qui me tient. Et en même temps, aujourd'hui, c'est je veux être de plus en plus, on va dire, ce que tu dis là, ces paillettes et ces décalcomanies, pour que mon fils puisse se dire, waouh, c'est ma mère, ou c'était ma mère quand il lira ce livre, et que voilà, comme je dis, à un moment donné, j'aimerais qu'il le retrouve, voilà, comme on oublie un livre dans une vieille malle, et qu'il l'ouvre et qu'il dise, waouh, je viens de là, et que voilà, quand je lui ai dit, Mathieu, oui, ton père a été SDF, oui, ton père a été alcoolique, oui, mais bon, voilà, et ta mère, voilà, j'ai pas fait forcément. T'as les mêmes cartes, mais t'es pas obligé de jouer le même jeu, voilà. Et moi, j'ai joué un autre jeu. J'avais les cartes. Il faut dire que j'avais pas que des as dans mon jeu de départ. Et j'en ai fait quelque chose de magnifique, qui est ma vie aujourd'hui. Donc oui, on a le choix, on a à un moment donné de sa vie la responsabilité. Encore faut-il qu'on ait ce courage de poser cette question. On a cette responsabilité de dire quel jeu je veux jouer, qu'est-ce que je veux, voilà. Et je reprends ça tout à fait. Merci Josette, parce que c'est vraiment ça. Tu parlais tout à l'heure que nos enfants nous poussent. J'allais dire, alors,
pour les personnes qui nous écoutent et qui ont dit j'ai pas d'enfant, ben voilà, je fais comment? Mais quand on en a et qu'on se retrouve dans des situations compliquées, il nous pousse à aller donner une meilleure version de nous. Parce qu'en fait, et pour les gens qui sont en plein chaos, c'est ok. Enfin, c'est ok. Ce que je veux dire, c'est que ne vous culpabilisez pas plus encore que ce que vous faites en ce moment, parce que peut-être vous êtes vraiment dans le fond du tunnel ou dans le fond du trou et vous ne voyez pas le bout. Il y a des gens qui peuvent vous aider, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un enfant, on a cette responsabilité aussi de lui. Tant qu'il n'est pas capable d'être autonome, on essaye de tout faire pour lui amener. Et je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il y a des histoires de vie où il n'y avait pas forcément de choses. Ça peut être chaotique, mais quand il y a de l'amour, et on peut prendre plein de biographies de gens qui ont été ou abandonnés ou qui ont vécu des trucs incroyables et qui te disent mais j'étais aimée. Et c'est ça qui compte le plus, parce que tu peux vivre dans l'opulence. Si tu te sens seule et que t'es pas aimée, ça c'est sûr. Tu ne construis pas en tant qu'être humain. Et ça, c'est un très beau témoignage. Et j'ai hâte, du coup, de lire ton livre, Josette, parce que c'est une facette que je ne connaissais pas. Alors, il y a peut-être plein de gens qui connaissaient pas non plus cette facette-là, mais je trouve ça très qui la connaissent. Pardon? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui la connaissent. Je commence seulement à le révéler dans les conférences que je donne, par exemple, sur la résilience, la force du pardon, oser la vie. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, parce que je pense que, et on parlait d'authenticité et de vulnérabilité, pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de réussir, ou en tout cas de s'autoriser à devenir l'artiste de leur vie, tout ce qu'on a vécu, c'est nous. Que ce soit les situations positives ou archi négatives ou pas cool, on peut pas les nier. Elles existent, ça fait partie de nous. Ça peut être le passé, ça peut être ce qu'on vit en ce moment. Et tant qu'on n'a pas remis le puzzle tous ensemble, on n'est pas nous-mêmes. Et je te rejoins sur faites la paix avec soi-même. Faire la paix avec ton passé, c'est pas forcément pardonner à des personnes. Il y a le pardon par rapport à un environnement toxique, tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi se pardonner à soi que pendant toutes ces années, on se soit dit, je ne suis pas capable de, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas faire. Et quand on commence à s'autoriser à se dire, ben, je me pardonne parce que je savais pas, en fait, je pense que je suis beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, le prochain pas, c'est d'aller vers la lumière, en tout cas, pour me montrer tel que je suis. Exactement ça. Les gens vont vous suivre forcément. Parce qu'à un moment donné, vous allez les toucher. Des discours, j'allais dire, packagés. Il y en a plein sur Internet. Oui. La tienne, où ça va venir toucher le cœur des gens et des gens qui vont se dire waouh. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont lire ton bouquin ou qui vont écouter ton histoire et qui vont se dire mais c'est ça ma solution du moment. Moi aujourd'hui, je suis pas en capacité. Peut-être qu'il y a peut-être un relais possible pour donner une meilleure vie à mes enfants, à mon enfant. Et ça changera certainement parce que c'est ça, c'est d'aller mettre des petites paillettes de vie, des paillettes d'amour dans un monde qui en a bien besoin. C'est ça. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens en paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens en paix parce que vraiment, cette résilience, j'y suis quoi. J'y suis vraiment. C'est pas quelque chose que il faut. Il n'y a pas de il faut. Il y a voilà. Enfin, à force de le nommer, à force de l'écrire, à force de le triturer, à force de le dire, et enfin de pouvoir le mettre en perspective, parce que l'écriture, c'est un travail extraordinaire, on se dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Et tous, on a fait ce qu'on a pu, comme on a pu, au moment où on l'a fait. Et de ça, on peut être fier et on doit se pardonner de n'avoir pas pu faire plus. C'est ça. À partir du moment où je me dis, Josette, tu as le droit au pardon. C'est fort. Et voilà, donc après, on va chercher ce pardon. C'est tout ce qu'on a dit pendant cette interview, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fait,
j'ai été faire un stage en Thaïlande, aller à la rencontre de sa puissance grâce aux éléphants, tu vois. Enfin, c'est les cercles du pardon, c'est les constellations familiales, c'est les thérapies, c'est tout ce qu'on veut. C'est le travail de la voix, c'est chanter quand vraiment ça va mal. Voilà, parce que on sait qu'on peut le faire. Et mais en fait, c'est important parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de chant forcément dans l'interview, mais ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, par la voix, on change son taux vibratoire. C'est-à-dire que, dernièrement, je fais de la méditation et parfois, tu peux mettre des sons ou pas de son. Et je te dis, tu mets pas de son. Mais quand tu mets du son, mais cette résonance, moi, je parlais de Thaïlande, j'adorerais, Louise est partie en Inde et j'aimerais vraiment aller dans ces pays que j'adore. Déjà pour la cuisine parce que je suis une gourmande, mais ça à force les gens commencent à le savoir puisque ça fait au moins à chaque fois qu'on fait une interview, je parle de gourmandise, mais au-delà de ça, c'est d'aller connecter. Tu sais quand t'es dans, il y a je trouve cette interconnexion des uns avec les autres et quand tu chantes. J'ai fait des cours de chant il y a quelques années, voilà, par rapport à la scène, par rapport au spectacle que je voulais en faire. Et à un moment donné, je me vois encore, Louise était avec moi et j'ai pris ma feuille, j'étais en train de chanter, je l'ai jetée parce que, tu sais, j'étais surprise. Je me dis, mais c'est quoi cette voix? Et depuis petit, je suis persuadée que je sais pas chanter. Ça n'a rien à voir. J'ai une oreille, je suis capable de jouer de la musique. Donc, arrêtons de garder en mémoire des choses qu'on nous a dites parce que on n'était pas juste à l'instant T, mais on n'est jamais juste à l'instant T. L'imperfection a du bon. Là encore, sur la voix, là, c'est bon. Là, pour le coup, je passe à l'autre facette de moi, qui est cette personne de la voix. Il y a tellement de tabous, il y a tellement de croyances limitantes. J'ai pas de voix, de toute façon, oh, bah non, arrête, tu vas faire pleuvoir, oh, tu nous casses les oreilles, etc. Et je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, avec des adultes. C'était l'anniversaire d'un copain, j'avais préparé une chanson pour lui, donc je lui avais donné, et il adore cette chanson, donc il devait la chanter. Et il y avait tous ses potes, on était pour son anniversaire et tout. Oh non, arrête, laisse Josette chanter, non, arrête, oh, tu me casses les oreilles. Je m'en vais. Et tout ça en rigolant. Et je me disais, mais quelle violence. Et lui de rigoler. Et il n'a pas été au bout de sa chanson. Il n'a pas été au bout. Il était de plus en plus tendu. C'était terrible. C'était terrible. Tu as besoin d'expansion pour chanter. Mais voilà, t'as juste besoin qu'on te laisse faire, quoi. Et pendant le confinement, j'ai créé un petit atelier que j'ai appelé le colibri, parce que je voulais mettre ma petite note, on va dire, de bonheur là-dedans, pour rompre un peu avec la solitude. Et justement, j'ai fait un atelier sur le son A. Et pendant une demi-heure, les gens y venaient, ils se connectaient à Zoom avec moi, de 10h à 10h30 le matin, et on faisait A. Et alors au début, c'était et de plus en plus, je leur disais, ne cherchez pas, n'écoutez pas le son, n'écoutez pas, ouvrez votre cœur. Ça chante, c'est pas vous qui chantez, c'est laissez le son sortir, laissez-lui la place. Et là, du coup, à la fin, mais quand j'ai arrêté, mais les gens m'ont dit, ah non, mais tu reviens en septembre, non, mais nous, et les gens me disaient que ça avait transformé leur journée. Une demi-heure. Et évidemment, c'était gratuit, évidemment, mais c'est extraordinaire. Et j'ai eu des gens, mais je m'attendais pas à voir ces gens-là, quoi. Tu vois, la vibration en fait. Et je pense que l'interaction, parce qu'il y a des personnes qui disent, on ressent des choses. Oui, il y a des personnes où on les sent pas. Il y a de l'énergie qui passe. Il y a quelque chose. Il y a cette vibration qui va être positive ou négative. On peut pas aimer tout le monde. On peut pas aimer tout le monde. Chanter du soir au matin et je pense que tout le monde se sentira beaucoup mieux. C'est-à-dire que la voix, pour moi, c'est vraiment un outil formidable qu'on a tous, sauf les rares personnes, puisque tu as interrogé par exemple Virginie Delalande, qui n'a jamais entendu sa voix, et mon Dieu que ça me touche. Mais en même temps, pour la plupart d'entre nous, on l'a, et de savoir que c'est un outil d'auto-guérison. C'est un outil d'auto-guérison. Moi, je me souviens, sur le quai du métro,
Je venais d'apprendre, bon, un abandon, un licenciement, enfin, voilà, quelque chose de pas sympa. Et je fredonne et j'entends derrière moi quelqu'un qui dit «Oh, ça fait du bien d'entendre de voir des gens heureux». Et je me retourne et elle voit que j'étais en larmes. Et voilà, j'ai pas eu le temps de lui expliquer, mais Elle a compris. ben, elle a compris, c'est-à-dire que moi, le trop plein d'émotions, j'utilise ma voix. Voilà. Et quand je suis trop contente, ben je chante comme tout à l'heure, tu vois, ça sort, quoi. Je veux dire, voilà, même si on me le demande pas, je le fais. Et quand on me le demande, je ne le refuse jamais, parce que j'ai appris que la voix ne m'appartient pas. Ça chante et que c'est un cadeau et que je dois le donner. Voilà, un cadeau, il existe parce qu'on peut le donner. Voilà. Donc voilà. Et dans les émotions, on va dire douloureuses. La voix, il y a la plainte, il y a toutes ces nuances de la voix. Donc naturellement, il y a la plainte quand on a mal, et on peut pousser un peu et on est en mineur, on est dans des sons comme ça qui viennent, on va dire, consoler quelque chose qui a mal en nous. Et c'est tout ça que j'ai fait. C'est pour ça que quand je dis la voix m'a sauvée, ou en tout cas la voix VOX a été ma voix à moi, c'est que par ces chemins-là, par cette conscience de cette voix qui était mienne et en même temps que je portais en moi, bah ça a consolé, ça a réparé, ça on va dire calmé la souffrance, la douleur, la colère. Il y a des fois, on peut être en colère en chantant, c'est pas grave. J'ai eu des Léo Ferré, par exemple, quand il chantait, il était tout en colère. Il y a des gens comme ça, ils sont comme ça. Ok, mais c'est tellement beau aussi quand il y a cette vulnérabilité, quand il y a cette impuissance, quand il y a cette douleur qui s'exprime aussi par la voix. Merci beaucoup, Josette. C'était très chouette et merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé. C'était vraiment un honneur et merci du fond du cœur. Si vous voulez aller suivre l'actualité de Josette, vous pouvez aller sur le site de josettekelifa.com. Vous y retrouverez les ateliers, le blog, les conférences, voilà, toute l'actualité en ligne. Donc merci vraiment, hâte de découvrir ce livre qui, je pense, va vraiment apporter voilà, des clés. Il aura la notoriété, on va dire, en tout cas, qu'il aura la médiatisation que je veux pour lui, quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi, la grande librairie, ça serait bien. Je ne sais pas quand est prévue la sortie, mais les rencontres insolites. Donc, moi, j'arrive à la 100e, je vous ai dit, le 26 août à 15h avec un invité de marque, un de mes mentors québécois. Et je peux le dire maintenant, j'ai la chance d'interviewer Martha Latulippe. Donc, je suis ravie. Et je te propose, Josette, quand tu seras la sortie du livre, que tu reviennes nous parler, de faire un petit coucou. Voilà, je pense que les rencontres insolites, je vais les faire une fois par mois. J'adapterai. Voilà, j'ai envie de continuer ces échanges parce que j'ai des bons retours et ça me nourrit. Donc, avec grand plaisir pour te réaccueillir. Merci de continuer cet échange et n'attendons pas la sortie du livre. En tout cas, j'espère avoir la joie de rencontrer de visu et de continuer à échanger comme ça sur nos parcours, sur surtout ce qui pourrait nous rapprocher, ce qui pourrait, tu vois, faire en sorte qu'on se connaisse mieux. Pas de souci, merci beaucoup, Josette. Et je te fais un énorme bisou. Je vous dis à très bientôt. Nous, on se retrouve demain à 12h30. À très bientôt. Belle fin d'été et bonne rentrée à tous. À très vite.